Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on discute de sport de force, de santé, de nutrition, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. Et aujourd'hui, on est parti pour un épisode un peu plus libre, d'accord ? On est parti sur un épisode d'échange, donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Toutes les semaines, je fais un question-réponse en story Instagram. Vous me posez vos questions, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des questions sur un format plus long, et donc les questions plus longues, ça passe pas sur des stories Instagram. Une story sur Instagram, c'est 15 secondes. 15 secondes, c'est beaucoup trop court. Ou alors, il faudrait que j'étale ma story et qu'il y en ait 40 000. Mais ça vous intéresse pas, c'est le principe des différents réseaux. Le podcast, on est là pour prendre le temps, bien parler. Et la story, c'est vite, c'est concis. Et du coup, il y a des questions, c'est impossible de te rester en story. Donc, je vous ai proposé quand même de les poser sur Instagram pour que je puisse les reprendre ici sur le podcast. Je vais aussi parler un petit peu d'un sujet qui était venu cette semaine sur le squat. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en février, je suis au top de ma forme. Fin février, je vogue un petit peu en France pour aller voir de la famille, des proches. Au mois de mars, je tombe bien malade. J'ai un arrêt de presque 2 semaines. Plus la fin février où j'étais pas du coup en train de m'entraîner, je voguais un petit peu en France. Du coup, ça fait un arrêt d'à peu près 1 mois. Et après 1 mois d'arrêt, je me retrouve à galérer à remonter à mon top performance que j'avais fin février. Au moment où j'étais malade, j'étais vraiment bien tombé malade. J'en parle dans un épisode précédent du podcast. Et ce qui se passe du coup, c'est que j'ai galéré à remonter mes charges, mais surtout au niveau du squat. Le squat impressionnant, les pertes impossibles de remonter assez rapidement à mes anciennes performances, alors que tout remonte bien. C'est-à-dire que j'ai d'autres exercices qui touchent les groupes musculaires qui sont similaires au squat. Donc au squat, qu'est-ce qu'on recrute ? On va recruter les quadriceps en grande partie, 100% même je dirais. On va recruter les fessiers, on va avoir d'autres muscles stabilisateurs, mais c'est principalement les quadriceps et les fessiers. Et je me retrouve loin de ma performance et je remonte petit à petit, j'augmente mes perfs, mais c'est pas les performances d'antan. Et justement, je réfléchis et je commence à me poser la question, je me dis mais attends, mais c'est pas normal que je galère autant à remonter mon squat. Mon front squat par exemple, donc là ici je parlais de back squat, mais le front c'est devant, je rame pas, je suis revenu à mes anciennes performances. Mon pistol squat, donc c'est un squat à une jambe que je fais avec une haltère sur moi, je rame pas spécialement. Et là je me dis, bon c'est pas normal quand même. Et en fait ce que je fais c'est que du coup je compare avec mes anciennes performances et j'enregistre toujours ce que je fais sur mon squat. Et c'est net. Et du coup je vous ai posé la question en story, à votre avis, pourquoi mon squat j'ai autant galéré à le remonter ? En fait tout simplement ce qui s'est passé c'est qu'une fois que je suis revenu à l'entraînement fin mars, j'ai repris mon exercice avec une charge plus légère. J'ai retravaillé ma technique sans le vouloir plus particulièrement, mais je sais que c'est quelque chose qui m'arrive jamais, c'est que quand je reprends une charge, une technique ou quoi, ou je retravaille une performance déjà acquise, en général je change pas ma technique. Et là ma technique elle a changé. Donc qu'est-ce qui a changé ? Je vous laisse un petit moment de réflexion. Ok. Ce qui m'a été proposé sur Instagram. Alors, je vais reprendre du coup vos propositions exactes et je vais vous dire oui ou non si c'est ça. Donc, je vais reprendre au fur et à mesure. Donc, pourquoi je galère autant ? Et en fait, au final, la réponse que je vais vous donner, c'est que en fait, je galère pas à remonter. Techniquement, je suis peut-être même déjà remonté en fait à des niveaux d'antan. Tu manges plus qu'avant. C'est pas très cohérent. Du coup, peut-être que je serai plus lourd, donc je serai plus lourd à me porter. Mais honnêtement, je fais quasiment le même poids qu'avant. C'est vraiment pas significatif. Autre réponse, tu as les talons qui se décollent. Alors non, j'ai pas vraiment les talons qui se décollent sur mon mouvement. Je sais que sur les stories, on voit un petit peu mes pieds bouger. C'est plus que lors de ma technique, je me concentre pour écarter les genoux vers l'extérieur. Du coup, tu me vois un petit peu bouger mes appuis, ce qui, du coup, me permet d'éviter d'avoir les genoux qui rentrent sur mon squat et de bien rester sur une ouverture externe. Et du coup, tu as l'impression que je bouge mes talons, mais mes talons sont quand même relativement fixes et au sol. Tu t'étais trompé de poids.
Alors non, je m'étais pas trompé de poids, j'ai quand même comparé les stories d'avant. Et non, malheureusement, j'aurais bien aimé que ça soit ça en vrai, mais je m'étais pas trompé de poids. Donc là ici, on va parler en termes de squat. Actuellement, j'ai validé 141,5 x 10 il y a quelques jours. Et au niveau d'avant, j'étais à 149,5, donc 8 kilos de plus, x 10. Donc il y a quand même une différence de quelques kilos. Ensuite, pour ce qui est du set rep, actuellement, je suis à... Alors, j'allais voir ça parce que je me rappelle plus. À force, du coup, entre le maintenant et ce que j'avais avant, je ne connais plus par cœur mon set rep. Alors, actuellement, je suis sur du 152,5 et avant, j'étais sur du 157,5. Donc là, ici, on a 5 kilos de différence. Et non, malheureusement, je ne m'étais pas trompé de poids, Adrien. Ensuite, j'ai deux propositions qui reviennent, qui sont pas inintéressantes. Tu as les genoux qui dépassent la pointe des pieds. Alors ça, c'est un truc qui vous stresse, à ce que je vois. De temps en temps, j'ai des messages comme ça. C'est marrant parce que c'est une ancienne idée reçue d'avoir les genoux qui dépassent les pointes de pied. Ça serait un problème pour son squat. Pas du tout. C'est vrai que sur le terrain scientifique, il y a plus de débat. On n'en parle plus depuis quand même quelques années. Il y a 10 ans encore, on en parlait pas mal. Mais c'est marrant que ça revienne encore dans les réponses. Et j'ai quelqu'un qui m'envoie ça avec une croix, l'emoji croix, genre en mode il faut pas faire ça. Non meuf, c'est pas du tout risqué. En fait, tu respectes ton anatomie et pour certaines personnes, elles ont pas le choix. Pourquoi mes genoux vont dépasser mes pointes de pied ? Parce que j'ai une bonne mobilité de cheville. Étant donné que je suis capable de bien plier ma cheville, eh bien mes genoux vont plus en avant, je recrute plus mes quadriceps, et c'est plutôt en partie là-dessus que la réponse va se jouer. Et étant donné que j'ai des gros fémurs, j'ai des quadriceps qui sont quand même sacrément longs, je sais pas si vous avez vu sur Instagram mes photos de posing ou quoi, mais j'ai des grandes cuisses quand même. J'ai des grandes cuisses qui sont bien remplies aussi. Et donc, ça me rajoute une amplitude conséquente. J'ai aussi des tibias qui sont assez grands. Et donc, pareil, sur le segment des mollets, on va dire, c'est pareil, j'ai une bonne longueur. Et comme je rajoute de la flexion de cheville, effectivement, du coup, je ramasse un petit peu plus sur les quadriceps. Et j'ai une personne qui me dit, du coup, c'est plus dur. Potentiellement, pas forcément. Si tu as des quadriceps qui sont plus puissants que tes fessiers, ça peut arriver, surtout chez ces messieurs, bien potentiellement oui, ça peut être plus dur. Alors chez moi, effectivement, ça va se jouer en partie là-dessus. En fait, ce qui se passe, et la bonne réponse, c'était de dire que j'avais plus d'amplitude. Étant donné que mon squat est beaucoup plus bas, alors j'ai pu noter que je gagnais 5-10 degrés d'amplitude. Étant donné que je descends plus qu'avant, j'ai gagné 5-10 degrés, et bien du coup c'est plus dur, c'est normal, je fais plus de chemin, surtout ici la zone en question est ce qu'on appelle le point de blocage, c'est la zone la plus difficile du mouvement, donc l'amplitude basse pour ma part, c'est là où je galère, et donc du coup c'est là où je ramasse le plus, et donc forcément si je rajoute de la tension sur cette partie-là, je me retrouve avec aussi un tonnage qui est plus élevé parce que je vais pousser plus en proportion sur mon mouvement sur des séries et donc du coup je ne peux pas garder la même charge. Et donc je me retrouve avec une charge plus faible mais une plus grande amplitude. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aurais pu revenir à mon ancienne amplitude et du coup revenir à mon ancienne charge. Alors ce qui se passait c'est qu'avant je travaillais mon squat à la parallèle au sol. Parce que ces dernières années, je n'étais pas capable, en tout cas je le pensais, de descendre sous la parallèle. J'ai pourtant bien travaillé le squat pendant un moment, mais en fait ce qui se passe c'est que plus vous travaillez un mouvement, plus vous gagnez en amplitude dessus. Le meilleur moyen de gagner en amplitude sur un mouvement, c'est pas de faire des échauffements farfelus, des étirements à gogo et compagnie, de la mobilité et cacahuètes, c'est de travailler l'exercice. Le meilleur moyen de progresser sur un exercice, c'est de le travailler. Le meilleur moyen de gagner de l'amplitude sur un exercice, c'est aussi de le travailler et de pas faire autre chose. Et donc justement, à force de travailler mon squat est potentiellement... je gagne en amplitude dessus, alors c'est pas magique, hein, j'ai gagné 5-10 degrés, j'ai pas un squat à tout grasse, même si j'ai pas un mauvais squat, il est plutôt relativement bon, j'ai pas envie de m'en vanter, mais ça va, c'est correct, je suis pas cul au sol, d'accord ?
En fait, ce qui se passe, c'est que c'était pas forcément facile à voir parce que j'ai quand même des cuisses qui sont assez larges. Et étant donné que je me rapproche du sol, quand je casse la parallèle, c'est pas forcément facile à voir d'un œil rapide de se dire ah tiens, il casse la parallèle. Parce que j'ai tellement des cuisses énormes que si on regarde le centre de la cuisse, on voit que je suis sur un angle négatif, sur une descente et que je casse la parallèle. Mais si tu regardes l'ensemble de la cuisse, tu te dis que ma parallèle, elle est quasiment au même endroit, quoi. Alors que ça se joue énormément. Donc forcément, effectivement, plus de degrés, plus de recrutement, et c'est plus difficile. Mais c'est aussi intéressant parce que j'aurais pu revenir à mon ancienne technique, juste à la parallèle, et reprendre mon ancienne charge. Mais ce que je ne vais pas faire, tout simplement parce que une des bases de l'optimisation de l'entraînement, c'est de savoir que plus vous avez une amplitude qui est importante sur un exercice, plus vous allez potentiellement recruter des unités motrices, plus vous allez augmenter la tension sur l'exercice et le rapport à l'hypertrophie que vous allez obtenir, et plus l'exercice est intéressant. Et c'est là tout l'enjeu de l'optimisation des amplitudes, c'est de réussir à obtenir des amplitudes qui sont grandes, qui sont intéressantes pour gagner plus de muscles sur le long terme. Alors évidemment, ça va se jouer sur des mois de programmation, ça va pas se jouer en 2 semaines, ah j'ai augmenté mon amplitude, du coup je gagne blindé de muscles en 2 semaines, pas du tout, ça va prendre le temps de la surcharge progressive sur l'amplitude en question, donc ça va prendre du temps, mais c'est beaucoup plus rentable, ce qui fait que si vous êtes capable par exemple de faire un squat à la parallèle au sol et un squat ass to grass, donc les fesses au sol, sans casser votre dos, mais faites le squat au sol, vous allez beaucoup plus gagner sur le long terme, ou si c'est bien sûr quelque chose qui vous intéresse, parce qu'évidemment, il y a autre chose à prendre en compte, l'ego, la charge sera plus satisfaisante si on est juste à la parallèle au sol comme j'étais avant, puisque j'avais 8 kg de plus. Donc je range mon ego et je travaille sur une amplitude plus grande parce que je préfère travailler de manière plus optimale. Voilà, donc une moins bonne charge, mais bon, je rappelle que j'ai quand même un squat à 141,5, sans genouillère, sans sniffage et compagnie, donc voilà. Juste remettre un petit peu les choses en place. C'est vrai que du coup je travaille avec une plus grande amplitude, c'est plus difficile, mais ça va, ça reste une perf assez agréable. Donc voici la réponse pour le squat. Ça a pris un petit peu de temps, je vous ai expliqué un petit peu des ressorts derrière, par exemple les notions d'amplitude, mais c'est pareil aussi sur le terrain des résultats. On a quand même quelques études qui, on n'en a pas qu'une, qui nous démontrent que travailler sur des amplitudes partielles ou des amplitudes plus complètes, et bien, l'amplitude complète est beaucoup plus rentable sur le terrain des résultats. Donc n'hésitez pas à augmenter vos amplitudes dans la limite de votre intégrité physique, donc dans la limite où vous ne faites pas n'importe quoi. Par exemple, un soulevé de terre avec un dos rond, un squat avec un dos rond, etc., etc. On y va pour les questions que vous m'avez posées. Donc là, on est parti sur un podcast assez libre. Là, je vous ai mis dans le bain de l'optimisation des exercices. Et on va voir les questions qui me restaient, auxquelles je voulais répondre ici sur le podcast. Alors j'avais des questions par rapport à la mini-cut qui était restée en suspens. En fait, je voulais faire un épisode avec Maxime sur les résultats de la mini-cut. Donc pour ma part, vous savez que j'ai arrêté la mini-cut. Maxime l'a terminé et il a perdu 3 kilos de mémoire. Donc une mini-cut qui a été efficace pour lui. Ça lui a permis de descendre à peu près 2% de masse graisseuse. Là en ce moment il est en travaux, il est en train d'aménager une maison, donc il a beaucoup de travail à faire là-bas, plus son école, plus le travail qu'on a à faire en coaching et avec Plaisir et Diète, donc il est sous l'eau, et donc du coup ça sera pas possible qu'on fasse ce podcast ensemble, donc je vais répondre à des questions qui restaient en suspens, et j'ai des questions sur la sèche qui m'ont été posées sur la story. Donc alors je vais d'abord reprendre les anciennes questions qui avaient en suspens sur la mini-cut, qui était relativement intéressante, et elles ont été posées par mon père. Mais elles ont été super intéressantes. Donc il faut savoir que mon père est cycliste, il fait pas spécialement de renforcement musculaire, mais ça l'a intéressé parce que je pense que comme beaucoup de personnes qui ont regardé le contenu qu'on a pu faire sur la mini-cut, c'est sexy, parce qu'on perd sur un temps court, d'accord ? On s'y met sur peu de temps et on perd pas mal. Et donc forcément, on s'est retrouvé avec des personnes qui se sont intéressées à ce sujet-là, mais sans prendre forcément en considération no warning. Donc pour rappel, la mini-cut ici s'applique dans le schéma d'une pratique en musculation sport de force de niveau intermédiaire à avancé.
et ne s'applique pas dans les cas autres que ça. Sinon, c'est juste un déficit calorique rapide. Alors, du coup, je lis le message. Super podcast, avec beaucoup d'exemples. Quelques questions rapides à froid. Que vous n'avez peut-être pas abordé. Quel est le taux de gras à retenir pour une fille? Alors là, du coup, sur le coup, je vois pas trop la question, mais je me rappelle de ce qu'il voulait dire. En fait, ici, c'est le taux de masse graisseuse à retenir pour une femme, parce qu'en fait, je vous parlais du terrain idéal, sur lequel on a un P-ratio, on appelle ça, qui est plus intéressant. Donc à côté, on va se concentrer sur le ratio de production de testostérone. Et c'est en fait pour une femme à 10% de masse graisseuse de plus qu'un homme en moyenne. Ce qui fait qu'un taux de masse graisseuse qui est intéressant pour une femme, c'est du 20, 25, 26% de masse graisseuse. D'accord ? Donc chez nous, du coup, ça sera du 10, 15. Et donc du coup, l'idéal pour une femme pour progresser, c'est de fluctuer dans cette zone-là. Sèche, masse, toujours ce rapport cyclique, et donc l'idée va être justement d'être idéalement dans cette tranche-là, même si certaines personnes continuent à produire au niveau hormonal à 26-27% de manière très intéressante, et on n'a pas en soi un rapport de données qui soit majeur pour dire, voilà, quand vous avez atteint ce taux-là, il faut absolument sécher. Pas forcément, d'accord. C'est surtout qu'il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte, c'est quand même le mental, etc. Forcément, quand on est plus gras, on est moins en confiance aussi. Et le mental, c'est très puissant. Donc en soi, c'est pas forcément quand on a un taux de graisse, il faut faire une mini-cut. C'est plus le fait que rester sur une tranche de masse graisseuse plus faible reste quand même potentiellement plus optimal. Et ça reste assez indépendant. Mais l'idée reste la même qu'une personne en obésité ou en surpoids. Plus on se retrouve dans une tranche plus grasse, moins la santé est optimale, quoi. Et c'est pareil avec la production hormonale. Quand on manque de graisse, quand on est en dessous de 20% de masse graisseuse chez une femme, ça va pas le faire. Donc anorexie par exemple. Et de l'autre côté, quand on est trop gras, c'est compliqué aussi. Quel est le métabolisme minimum recommandé pour se lancer dans une mini-cut? Alors, étant donné que c'est un pratiquant intermédiaire avancé, on va prendre en compte qu'il a un métabolisme qui est quand même assez important. Donc, une personne qui par exemple, pour un homme, sera au-delà des 3000 cals facile, et une femme qui sera au-delà des 2500, 3000 presque. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a un niveau, d'accord, particulier, sans NEAT spécial, hein, sans faire 20 000 pas par jour et compagnie. Donc disons que, en fait, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'avant de faire cette mini-cut se fait au cours d'une prise de masse. C'est quelques semaines où on fait un petit dégraissage en gros, et après on retourne sur sa prise de masse. Donc l'idée c'est d'avoir à ce moment-là un métabolisme qui est déjà en on fire et qui va pas se dégrader particulièrement pendant cette mini-cut, étant donné que c'est un temps très court. Donc pour quelqu'un qui va passer une mini-cut, tout simplement, étant donné que son métabolisme est haut, il n'y a pas de métabolisme minimum. Il faut juste considérer que c'est au pic du métabolisme en cours. Donc si par exemple vous venez de terminer une sèche, c'est surtout pas le moment de faire une mini-cut, il faudra attendre quelques mois. Et c'est pareil, on fait pas une mini-cut pour après normalement repartir sur une sèche. Parce que étant donné que la mini-cut c'est agressif, déjà on va drop direct beaucoup de cales. Donc l'idée c'est de pas se convertir en sèche derrière. Quels seraient les signes d'alerte d'une mini-cut trop agressive? Alors une mini-cut une mini-cut trop agressive et les potentiels signes d'alerte, écoutez, il n'y en a pas vraiment en fait. On est capable de mettre un déficit assez important chez quelqu'un sans avoir particulièrement d'effets négatifs. Alors ce qui peut se passer, c'est que si la personne ne fait pas attention à son système immunitaire ou tombe malade, elle peut se retrouver avec des effets accrus. AKA exactement ce qui m'est arrivé. J'ai démarré cette mini-cut. Première semaine impeccable. Deuxième semaine, je chope un virus. Et c'est la cata. Du coup, je m'arrête direct. La mini-cut était pas responsable, mais elle a accéléré le processus. Donc, disons que le signe d'alerte, c'est si tu tombes vraiment malade, tu t'arrêtes.
Et sinon, bah écoute, tout ce que tu risques d'avoir, c'est potentiellement faim. Et puis c'est tout. Hein. Ça reste un déficit calorique. Voilà, c'est juste que le déficit calorique est un petit peu plus rapide. Comment la gérer alors comment la gérer du coup, là je te renvoie vraiment au podcast qu'on a fait, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de dire dans ce podcast, c'est comment faire une mini-cut quoi. Ok, donc ça c'était les questions qui restaient en suspens sur la mini-cut. Maintenant j'ai une autre question, ce qui m'a été posé sur Instagram, c'est l'impact d'une sèche sur le système nerveux, donc sur la nervosité et le stress. Alors, le déficit calorique, effectivement, va avoir un potentiel impact sur le système nerveux. C'est assez complexe et il n'y a pas vraiment des choses qui sont dictées pour dire, voilà, à tel niveau de déficit, etc., vous avez telle augmentation de la nervosité ou de l'anxiété, des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on se retrouve dans un déficit calorique qui est peut-être prolongé, ça va toucher le psychologique, on va y penser, etc. Et potentiellement, ça va augmenter les niveaux de stress, la nervosité, etc. Ça reste très psychologique et on n'a pas une réponse unique à cette question-là, Antonin. Sur le système nerveux, c'est potentiellement présent, mais après voilà, ça reste du psychologique. C'est sûr que si tu psychotes par rapport au fait d'être je suis en déficit calorique, tu vas augmenter ta nervosité si tu passes ton temps à y penser. L'idée c'est que bah voilà, hein, tu procrastines pas et tu occupes ton esprit. T'es en déficit et tu fais autre chose. Voilà. Oui, c'est vrai que bah forcément, si tu t'arrives à un pourcentage de masse graisseuse qui est faible, vraiment faible, en dessous des 10% par exemple pour un homme, ou que ça fait des semaines que tu y es et que le déficit est important, c'est vrai que ça pèse forcément. Bien sûr, tu as faim déjà, ça change ton niveau d'émotion. Maintenant, une sèche de base n'a pas particulièrement d'effet négatif direct dès les premiers jours sur le système nerveux. C'est pas le fait d'être en sèche, c'est plus le fait de penser à la sèche qui va changer les choses. Mais ça, c'est très interindividuel. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que je me tâte en ce moment à faire une mini-cut parce que j'ai loupé la mienne, j'ai fait qu'une semaine au final au mois de mars. Il faut que je sèche. Maintenant, je voulais pas sécher, faire un gros déficit calorique parce que je me suis dit si les salles les ouvrent pas avant septembre ou quoi, j'aimerais au moins faire une vraie sèche de manière optimale, dans des bonnes conditions, surtout parce que j'ai un certain niveau, donc j'aimerais pas gâcher mon travail. Donc je m'étais dit, je vais faire une mini-cut du coup, vu que je suis à la maison et que je m'entraîne pas de manière 100% optimale. Et quand je serai en salle plusieurs mois après ma mini-cut, je ferai mon déficit calorique. Sauf que peut-être que les salles ouvriraient fin mai, début juin. En tout cas, c'est ce qui se dit, étant donné que les restos ouvrent, peut-être que les salles devraient suivre. On n'en a aucune idée. Mais si c'est le cas, du coup, en ce moment-là, ça me fait remettre les choses en question. Est-ce que je mini-cut, est-ce que je mini-cut pas ? Je vous avoue que je ne sais pas. Actuellement, du coup, je ne fais rien. Je suis en léger surplus calorique. Mais je sais pas en vrai. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la salle va rouvrir ? Si les salles réouvrent fin mai, début juin, ce qui est sûr, c'est que je vais attendre pour faire un vrai déficit calorique, du coup. Mais si c'est pas le cas, I don't know, je ne sais pas, je suis très curieux et ça va changer ma façon de procéder en fonction. Je ferai pas les deux en tout cas, je ferai pas mini-cut et sèche d'affilée. Donc si à choisir, vaut mieux que je fasse une sèche de manière plus optimale. Mais si les salles on les revoit pas avant septembre-octobre, j'ai peut-être le temps de faire une mini-cut dès maintenant. Mais encore une fois, malheureusement on peut pas prévoir l'avenir. C'est un petit peu dommage pour ces objectifs, mais on fait avec, donc pour l'instant je reste en surplus. C'est pas grave, je progresse sur tous mes exercices à l'entraînement. J'ai une question d'Elisa sur le boost du métabolisme. Je déteste entendre boost du métabolisme dans le sens où les gens ont tendance à dire j'ai un métabolisme qui ralentit ou qui accélère. C'est faux. Ton métabolisme il augmente ou il se diminue en fonction de ton NEAT, de ton activité, de ton alimentation, mais il n'accélère pas ou il n'est pas boosté dans le sens où c'est devenu une poussée de nitro avec Fast and Furious dans l'espace. Non.
il augmente. Comment augmenter son métabolisme? Ça, c'est une vraie question plus intéressante, mais j'imagine que ça venait pas d'une mauvaise conception sur la phrase. Alors, comment tu peux augmenter ton métabolisme? Je vais pas faire un podcast spécial métabolisme, donc je vais te donner 3 points principaux qui te permettent d'augmenter ton métabolisme, ta dépense quotidienne, et donc du coup, potentiellement, ce que tu peux manger. Néanmoins, cette question me fait un petit peu peur dans le sens où c'est une question qui est souvent posée par des personnes qui ont des TCA et qui souhaitent augmenter leur métabolisme. Sauf que généralement, ce sont des personnes qui ont un pourcentage de masse graisseuse qui me pose ces questions-là qui est très faible et c'est certainement pas le moment pour vous de penser à comment augmenter vos dépenses. Actuellement, vous manquez de graisse, vous manquez de poids et vous cherchez à augmenter vos dépenses, vous allez dans le mauvais sens, d'accord ? Ça va pas bon. L'idée actuellement, c'est de plutôt réfléchir à comment je peux augmenter ma consommation calorique, mon alimentation, et me sentir en accord avec ça. Ça, c'est plus intéressant comme question. Donc, comment on peut augmenter son métabolisme? Parce que c'est quand même intéressant pour la plupart des personnes, c'est vrai. Il n'y a pas que ces gens-là. Donc, comment on peut augmenter? 3 points. Point numéro 1, le plus simple et le plus commun, c'est augmenter son NEAT. C'est l'activité qui est non liée à l'activité sportive. Par exemple, marcher à pied pour aller faire ses courses, ramener ses courses à la main plutôt qu'en voiture. Après, ça dépend si vous avez des courses à faire pour 5 personnes, ça va être compliqué. Mais perso, par exemple, c'est ce que je fais, c'est que je vais faire mes courses chaque semaine à pied et je ramène mes sacs avec moi. Pourtant, vous pouvez me croire que je mange beaucoup. Ça, c'est un exemple, par exemple, justement, sur comment augmenter facilement sa dépense. C'est marcher un petit peu plus tous les jours, garer sa voiture plus loin du travail. Voilà, toutes ces choses-là, marcher pendant que vous êtes au téléphone. Ces petites choses-là vont augmenter votre dépense quotidienne. Autre augmentation du métabolisme, augmentation de la dépense au quotidien, ça va être lié à l'alimentation. Plus vous mangez brut et moins transformé, plus vous allez brûler de calories à la digestion, et plus du coup, forcément, vous avez une dépense quotidienne plus conséquente. Ensuite, augmentation des dépenses liées au métabolisme, vous allez retrouver ici tout simplement, par exemple, la qualité de l'entraînement. Plus un entraînement va utiliser des exercices polyarticulaires comme le squat que je citais juste avant, le hip thrust, le soulevé de terre, le développé couché, des gros exercices, et plus ces exercices sont réalisés avec régulièrement une intensité suffisante et intéressante, et avec une programmation qui dans l'ensemble de la semaine est bonne, plus ces exercices vont te permettre de construire à la fois du muscle et donc de te dépenser plus au quotidien grâce aux muscles que tu auras construits, mais aussi tout simplement parce que les exercices sont énergivores et demandent beaucoup. Donc, c'est tout bénef dans les deux sens. Donc au final, on a 4 conseils ici que j'ai pu donner. L'activité non liée au sport, l'alimentation plus brute, des exercices plus intéressants côté entraînement, et donc du coup, du muscle qui consomme sans rien faire. Ce qui fait que je fais 90 kg et quand je fous rien, je me dépense énormément. Ça, c'est les petits avantages d'être plus musclé. Ensuite, j'avais une question sur ce que je pense des refeeds et des semaines de maintenance au cours d'un déficit calorique. Les refeeds, ça consiste à ça dépend en vrai. En vrai, les refeeds, je suis désolé, mais il n'y a pas déjà une notion commune, chacun fait un petit peu à sa sauce, et je croise toujours des trucs qui sont différents. Mais en soi, l'idée du refeed, c'est de manger plus à certains moments de sa semaine. C'est pas un cheat meal, mais l'idée, c'est d'augmenter ses apports à certains moments et de les réduire. Alors, si c'est compris dans une globalité, où genre, par exemple, certains jours sont plus faibles et d'autres jours sont plus importants, en fait, ça change rien d'un objectif de base. J'appellerais pas ça un refeed, c'est tout simplement une programmation. Si par contre c'est avoir un total de base et d'avoir certains jours où je compte pas et j'augmente mes apports, mais je sais que je suis pas très loin de mon apport de base, ça reste pas loin de l'idée du cheat meal. Donc du coup je vois pas spécialement d'intérêt. Maintenant, si c'est l'idée de faire une augmentation grosse des glucides ce jour-là et donc de relancer quelque chose en particulier, c'est faux. On n'a pas de preuves là-dessus, en tout cas pas de preuves efficaces sur le terrain, donc pas d'utilité particulière. Ensuite, faire une pause au cours d'un déficit calorique, c'est surtout au niveau psychologique que ça va se jouer. Si certaines personnes n'arrivent plus à suivre le rythme dans leur déficit calorique, ça peut être intéressant parce qu'elles vont pouvoir
faire un break diet, et se relancer derrière sur leur déficit, surtout si c'est un déficit qui prend du temps, qui est long. Je pense par exemple à faire une pause sur les fêtes de Noël pour profiter des fêtes et ensuite revenir sur son déficit. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver et que je fais avec des personnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites ça, du coup, vous passez plus de temps en déficit au total, parce que vous avez fait une pause, potentiellement vous avez repris du gras pendant la pause, et du coup, il va vous falloir revenir en déficit derrière, il faudra quand même faire son déficit, et vous allez potentiellement passer plus de temps pour arriver à votre objectif. Et du coup, ça peut peser sur le mental parce que c'est plus long, donc oui et non. Est-ce que ça permet de relancer le métabolisme parce que pendant ce temps-là, faire une différence sur la perte de graisse parce que vous avez mangé plus, du coup vous avez relancé votre métabolisme et ça vous a du coup permis de perdre du gras? Non. Ça ne lance pas d'avantages comme ça. Les avantages sont psychologiques, mais sur le corps, ça n'a pas d'avantage particulier. Hein. Si vous êtes capable de continuer votre déficit et que vous n'avez pas envie de faire une pause mentale ou un break qui vous permet d'aller mieux ou de suivre plus facilement votre objectif, si vous êtes suffisamment adhérent à votre déficit, faites pas la pause, terminez votre déficit. Déjà, un déficit, c'est chiant, donc finissez-le le plus vite possible, comme ça après vous revenez sur une prise de masse et ça sera beaucoup plus cool que le temps passé en déficit. Donc la pause, oui ou non, oui si c'est vraiment nécessaire dans la tête. Maintenant si c'est pour des raisons physiques, non, malheureusement il n'y en a pas particulièrement. Donc terminez-le, ce déficit, si vous êtes capable de le terminer. Ensuite, j'avais une question sur le fait que je ne fasse pas de cycle de force et de cycle dans ma programmation. Alors c'est vrai que je ne fonctionne pas comme ça, et bon, il faut savoir que je m'entraîne, on va dire grosso modo en hypertrophie, j'augmente mes perfs, etc., ce qui fait partie d'un conditionnement du fait d'être plus fort, et en étant plus fort, on est plus musclé, mais je ne fais pas spécialement des cycles de force, simplement parce que déjà je m'en fous d'avoir des grosses perfs sur des nombres de répétitions assez courts, ou 1 RM par exemple, et c'est pas pour ça que je m'entraîne, c'est pas mon sport vraiment, je suis pas en power. C'est vrai que même si en power tu t'entraînes sur une fourchette courte, tu vas quand même progresser au niveau musculaire. Moi je m'entraîne sur des fourchettes au-delà de 6 reps minimum, et je mise un petit peu plus sur le rapport à l'hypertrophie, d'accord ? Donc c'est pas vraiment ma façon de m'entraîner de base, c'est pas mon sport totalement, c'est vrai que j'augmente mes perfs mais sur des fourchettes de répétition qui sont quand même plus longues. Donc je ne fais pas ce système de cycle et je travaille tout simplement en augmentant mes capacités chaque semaine, en augmentant mes résultats. Du coup la sous-question qui m'était posée c'est tu fais jamais de semaine de déload? Pour moi, la semaine de déload, c'est juste une perte de temps, tout simplement parce que les gens ont tendance à dire « Oui, j'ai besoin d'une semaine parce que je galère un petit peu sur cet exercice-là. » Mais en fait, du coup, tu prends une semaine de repos parce que tu galères sur un exercice et peut-être que tout le reste est en train de fonctionner. Donc, en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as fait une pause sur tous tes exercices alors que tu n'en avais qu'un seul qui était en train de bloquer. C'est pour moi une grosse perte de temps. Tu aurais pu tout simplement réfléchir à reprogrammer cet exercice-là et garder la continuité sur tout le reste. Du coup, pour moi, la semaine de déload, c'est soit une fragilité dans le sens où vous avez besoin d'un break, comme un break au cours d'un déficit. Maintenant, si vous avez du mal à progresser sur un exercice en question, il vaut mieux réfléchir à la programmation de l'exercice en question au cours d'une programmation générale, plutôt que de faire ce système où, par exemple, vous avez 4 semaines d'augmentation de charge, 1 kg par semaine, et puis après, hop, déload, et au résultat, tu perds une semaine dans ta programmation sur un mois, et sur un an, tu perds 12 semaines. C'est quand même, ça fait quand même chier de perdre 12 semaines, enfin, en tout cas, moi, ça me ferait chier. Donc voilà, je fais pas de cycle, déjà, tout simplement parce que dans ma pratique, c'est pas nécessaire, ça peut être nécessaire dans d'autres pratiques, attention, hein, j'ai pas dit ça. Mais dans la pratique que j'ai de ce sport, c'est pas quelque chose que je recommande. Donc voilà, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées, qui étaient un petit peu plus longues, les autres sont plus courtes, donc j'y réponds sur Instagram. Donc on était sur un épisode axé quand même pas mal programmation de l'entraînement et objectif de perte de graisse. On était sur
sur un question-réponse perte de graisse et programmation de l'entraînement, et un petit peu les liens mentaux, le psychologique un petit peu qu'il y a derrière. Mais voilà, j'espère qu'on va retrouver nos salles de sport enfin, même s'il y en a plein qui les ont parce que c'est ouvert avec un mot, mais moi pas du tout dans ma ville. Donc j'attends avec impatience cette date-là, ou des nouvelles. Au moins savoir si... franchement, en vrai, même si c'est pas ouvert, je serais content d'avoir la nouvelle parce que je saurais sur quoi me fixer au niveau de mes objectifs. Vous savez, la fameuse idée de savoir où on va. Eh ben, j'aimerais bien savoir ça du coup, pour savoir si je fais un déficit, si un déficit optimal, ou je fais une mini cut. Voilà, savoir ce que je fais. Je sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Ça me ferait du bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était un plaisir. N'hésitez pas à noter le podcast, me laisser vos commentaires sur la plateforme où vous êtes en fonction de comment c'est agencé, si c'est YouTube ou Apple Podcast par exemple, ou Spotify, tout simplement abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine avec Maxime, mais pas sur la mini-cut, sur autre chose. Merci. J'ai un vélo, il était en train de couiner. Merci à vous, c'était Julien, à plus.